Salut à tous, c'est Lune Gentleman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale Halloween. Et oui, c'est Halloween, et comme c'est la tradition sur YouTube pour Halloween, je dois jouer à un jeu d'horreur. Comme ça, eh bien, je me pisse dessus de peur et vous vous pissez dessus de rire, donc vous vous foutez de ma gueule, quoi, en gros. Sauf que non, parce que je déteste les jeux d'horreur, peut-être même encore plus que les films d'horreur. Donc aujourd'hui, on va jouer à Robot Unicorn Attack, et puis c'est tout. Comme ça, au moins, vous aurez une chanson dans la tête. Merde. Ça au montage, désolé. Allô? Tu aimes les films d'horreur? Non, pas du tout, je déteste ça, ça m'horripile, je déteste avoir peur devant mon écran. D'ailleurs, ceci est une discussion parodique de films d'horreur et je ne suis même pas au courant puisque je n'ai pas vu le film. Merci, au revoir. Bon, je étais où moi? Oui, Robot Unicorn Attack, donc c'est pas... Oui, allô? Quel est ton film d'horreur préféré? Oh putain, encore toi? C'est pour un sondage. Bon, ok, si je réponds à ta question, est-ce que tu me laisses tranquille? Ouais. Ok, c'est Saw. Attends, quoi? Mon film d'horreur préféré, c'est Saw. Mais Saw, c'est pas un film d'horreur. Oula, t'es sûr d'avoir vu le film, toi? Ben non, mais c'est bien connu que Saw, c'est une franchise uniquement composée de torture porn à la con avec explosion gore de violence violente. Ok, d'accord, je vois. T'as besoin qu'on t'apprenne un petit peu à quel point Saw est un film génial. Bon, eh ben désolé, pas de Robot Unicorn Attack pour aujourd'hui, c'est con. Je voulais exploser mon record, mais c'est pas grave, à la place on va faire une critique ciné spéciale Halloween où je vais devoir expliquer à quel point Saw est un film génial, et magnifique, et génialement magnifique, et génialement génial. Voilà. Enjoy. Bonjour internautes. Depuis des années, vous jugez la franchise Saw comme une série de torture porn ayant pour seul but de satisfaire les amateurs de gore le soir d'Halloween. Ce soir, on va jouer à un jeu. Accepterez-vous de jeter un œil nouveau sur le premier film au travers de cette critique? Ou prendrez-vous la solution de facilité en cliquant sur la croix en haut à droite de votre navigateur? Vivre ou mourir, cher internaute, faites votre choix. Comme vous l'a dit l'introduction, aujourd'hui on va revenir sur mon film d'horreur préféré, qui est accessoirement l'un des seuls 4 films d'horreur que j'ai vus de ma vie. Le genre du film d'horreur est divisé en sous-espèces, alors il y en a qui expliquent ça mieux que moi. Le truc c'est que moi, il y en a aucune qui m'attire vraiment. J'aime pas les films d'horreur, mais pourtant j'aime beaucoup Saw, que je considère non seulement comme meilleur que les 3 autres films d'horreur que j'ai vus, mais également comme meilleur que certains autres films qui ne sont pas des films d'horreur que j'ai vus. Et quand je dis ça, je me heurte toujours à la même réponse, comme quoi Saw serait un film gore et débile, un torture porn sans intérêt, et que si j'aime bien ce film, alors c'est que j'ai des goûts de chiottes, etc., etc. Alors aujourd'hui, 31 octobre 2013, je vous propose de critiquer le film Saw et d'expliquer les raisons pour lesquelles je l'ai en si haute estime. Afin que cette critique ne choque personne, j'ai décidé de ne pas montrer les scènes gore du film. Ah oui, et puis tant qu'on y est, je sais que c'est la tradition à Halloween, mais comme je déteste ça, je jure personnellement que tant que je serai vivant, il n'y aura aucun jumpscare dans mes vidéos. Je déteste les jumpscares. Maintenant que vous êtes rassurés, commençons le film. Le film commence avec l'image d'un homme immergé sous l'eau, révélé progressivement par une faible lumière bleue, ce qui fait qu'on a envie d'en savoir plus. Et c'est accessoirement une astuce de réalisation, vous savez le truc que se permettent pas vraiment les films gore. L'homme se réveille alors, ce qui implique qu'il a dormi sous l'eau. Pas mal. Absolument physiquement impossible,
mais pas mal. Et se relève et on comprend alors qu'il s'agissait d'une baignoire. Notez d'ailleurs que la lumière, symbole de l'espoir, disparaît par le tuyau pour ne jamais revenir, ce qui insinue que l'homme est condamné. Le film n'a pas encore véritablement commencé et on vous lance déjà 2 scènes symboliques dans la gueule. Et il y en a qui se plaignent. Une fois la lumière allumée, l'homme découvre qu'il est enchaîné par la cheville dans une salle de bain désaffectée avec un autre homme. Et je vais commencer à les appeler par leur prénom, sinon on va pas s'en sortir. Le premier s'appelle Adam et l'autre s'appelle le docteur Gordon. Il découvre également qu'il y a un troisième homme dans la pièce, mais bon, il est un peu mort quoi. Les deux hommes ne se connaissent pas et n'ont aucune idée de comment ils sont arrivés là. Leur personnalité est également très différente, puisque là où le Dr Gordon inspecte méthodiquement la partie de la salle de bain qui lui est accessible, remarquant ainsi que l'horloge est bien plus récente que le reste de l'endroit, Adam panique et croit qu'on l'a capturé pour lui voler ses reins. Donc Gordon égale calme et réfléchi, et Adam égale perturbé et bordélique. Jusque-là, ça va? Ils découvrent chacun une enveloppe dans leur poche. Celle d'Adam contient une cassette, tout comme celle de Gordon, qui a en plus droit à une balle de pistolet et une clé. Alors pour les plus jeunes, une cassette c'est comme un CD, mais carré avec des bandes dedans. Adam combine alors sa chemise avec la bombe de la baignoire pour attraper le magnéto qui se trouve dans la main du mort. Et je crois que vous commencez à comprendre pourquoi j'aime ce film. Parce que les escape rooms! Les escape rooms sont une sous-catégorie des jeux point and click dans lesquels on doit s'échapper en collectant des objets, en les combinant, en interagissant avec le décor, etc. etc. Et je kiffe ce genre de jeu. Et justement, So c'est un petit peu escape room le film. Sauf que normalement dans un point and click tu peux pas mourir. Adam joue alors sa cassette. C'est l'heure de te lever, Adam. Tu dois sûrement te demander où tu es. Je vais te le dire. C'est peut-être la pièce où tu vas mourir. Jusqu'à maintenant, tu as vécu dans l'ombre, en observant les autres mener leur vie. Que voient les voyeurs quand ils regardent dans le miroir? Moi je te vois comme l'étrange mélange d'un être en colère, pour l'instant apathique, mais surtout pathétique. Aujourd'hui, tu vas te regarder mourir, Adam. Ou vas-tu tenter d'empêcher cet état de fait? C'est du délire. Gordon demande ensuite le magnéto, mais Adam refuse de peur d'abîmer l'appareil, donc Gordon lui envoie sa cassette. Cette réaction est critiquée par pas mal de monde sur internet qui considère que c'est Gordon qui aurait dû y penser et pas Adam. Je répondrai à cela que parfois une personne intelligente peut faire ou dire quelque chose de stupide, et une personne stupide peut dire ou faire quelque chose d'intelligent. Eh oui, on n'est pas des machines programmées pour être soit intelligents, soit débiles. Vous êtes tellement habitués à avoir des personnages unidimensionnels dans les films d'horreur que quand pour une fois il y a une personne normale, ça vous étonne. Docteur Gordon, c'est l'heure de te réveiller. Chaque jour, à ton travail, tu as annoncé aux gens qu'ils allaient bientôt mourir. Aujourd'hui, tu vas être la cause d'une mort. Ton but dans ce jeu est de tuer Adam, et tu as jusqu'à 18 heures pour y arriver. Il y a un homme dans la pièce avec vous. Lorsqu'il y a trop de poison dans ton sang, la seule chose qu'il te reste à faire, c'est de te suicider. Tu as des moyens pour gagner ce jeu, cachés tout autour de toi. Souviens-toi que les croix marquent l'endroit où se trouve le trésor. Si tu n'élimines pas Adam avant 18 heures, Allison et Diana mourront, Dr Gordon. Et je te laisserai pourrir dans cette pièce. Que le jeu commence. Entendant un bruit bizarre à la fin de sa cassette, Gordon demande le magnéto à Adam qui cette fois-ci le lui lance sans se poser de questions. En jouant la cassette à l'envers, Gordon trouve un message caché. Suis ton cœur. Le cœur en question est celui peint sur les toilettes. Donc il faut fouiller dans les toilettes. Pleine de merde, hein, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Puisqu'elles sont du côté d'Adam, c'est lui qui doit s'y coller. Et ce que je trouve marrant, entre guillemets, c'est que Lee Whannell, qui est donc l'acteur qui interprète le rôle de Adam, est aussi co-écrivain du script. Si ça se trouve, c'est donc lui qui s'est ordonné à son propre personnage d'aller fouiller dans des toilettes pleines de merde. C'est quand même assez ironique quand on y pense. L'intérieur de la cuvette est vide, mais pas le réservoir de la chasse d'eau, dans lequel j'aurais personnellement cherché en premier, ne serait-ce que pour éviter de mettre les mains dans de la merde. Le sac contient 2 scies dont ils se servent pour essayer de scier leur chaîne, mais les scies sont trop fragiles et Adam casse la sienne. Dans un accès de rage, il envoie sa scie cassée dans le mur, ce qui casse un bout du miroir. Gordon en arrive soudain à la terrible conclusion. Il ne veut pas qu'on scie nos chaînes. Il
veux qu'on scie nos pieds. Et une fois que ce léger frisson aura fini de parcourir votre dos, on pourra expliquer la mécanique du film. À partir de maintenant, le film va alterner entre des flashbacks qui auront pour but de faire avancer l'intrigue et des scènes dans la salle de bain qui auront pour but de faire grandir le désespoir de l'un ou l'autre des personnages. Et c'est Gordon qui lance le premier flashback en s'apercevant que le mode opératoire de leur ravisseur ressemble beaucoup à une affaire de meurtre dans laquelle il a été suspecté. On y découvre les détectives Tapp, joués par Danny Glover, Singh, joué par un acteur qui a aussi joué dans Lost, et Carrie, joué par une sombre inconnue dont vous oublierez immédiatement le patronyme si je vous le citais. Pour découvrir ce qui est arrivé à la victime, Carrie rejoue le magnéto. Salut, Paul. Tu es un type de classe moyenne et tu es en parfaite santé de corps et d'esprit. Pourtant, le mois dernier, tu t'es ouvert les veines avec une lame de rasoir. Tu l'as fait parce que tu voulais vraiment mourir, ou tu voulais seulement attirer l'attention. Ce soir, tu vas me le prouver. L'ironie, c'est que si tu veux mourir, tu n'auras qu'à rester où tu es. Mais si tu veux survivre, tu devras taillader à nouveau à travers les barbelés pour trouver un chemin qui te mènera jusqu'à la sortie. Dépêche-toi, car à 3 heures, la porte se verrouillera et cette pièce deviendra ta tombe. Combien de sang verseras-tu pour rester en vie? Cette scène est suivie d'une autre scène de crime avec une autre cassette. Salut Marc, si tu es si malade, pourquoi j'ai tellement de photos de toi en bonne santé? Mettons ta soi-disant maladie à l'épreuve. À partir de maintenant, un poison extrêmement lent est dans tes veines. L'antidote se trouve dans le coffre. La combinaison pour ouvrir le coffre est écrite sur le mur. Hâte-toi de la trouver, mais fais attention où tu marches. Ah, au fait, une substance inflammable recouvre ton corps. Alors si j'étais toi, je me méfierais de la bougie. Ou tous ceux qui ont brûlé à cause de toi tiendront leur vengeance. Et là vous vous dites, ah bah voilà, là il y a du gore, et là le film prend bien son temps pour te montrer à quel point l'homme se fait déchiqueter, ou alors à quel point l'autre homme se plante du verre dans le pied. Là c'est dégueulasse. Eh ben non. Dans chacune de ces scènes, et même dans tout le film d'une manière générale, vous ne verrez jamais la mutilation à l'écran. Le film préférera suggérer la panique des victimes en adoptant un montage tellement rapide qu'il en devient dérangeant, ce qui est aidé par la musique, et cela rajoute du dynamisme au film, qui sinon serait juste un film lent où on voit lentement des gens souffrir longtemps et mourir de manière lente. De toute façon, le film n'avait ni le budget ni le temps pour s'autoriser ce genre d'effusion de sang, comme quoi parfois un budget ric-rac peut être la source d'ingénieuses trouvailles de mise en scène. Carrie leur apprend alors que le meurtrier avait observé les 2 meurtres, mais qu'il avait oublié sa lampe stylo sur la 2e scène de crime. À quoi ils servent les autres policiers? Elle a l'air de bien s'en sortir toute seule. Bref, on en est déjà à 20 minutes de film et on sait déjà énormément de choses sur le tueur sans que ça ait l'air forcé. Il ne choisit pas ses victimes au hasard, il choisit des personnes qui n'aiment pas la vie qu'elles ont. Il les force à participer à des épreuves mortelles qui ont un lien avec ce pourquoi il les a choisis. Il assiste au déroulement des épreuves, et il n'assassine jamais personne, ce sont elles qui se tuent en ratant l'épreuve. À titre de comparaison, je vous rappelle qu'au bout de 20 minutes de film, le Hobbit, un voyage inattendu de Peter Jackson, n'en était même pas à la moitié de sa scène d'exposition, qui est, je vous le rappelle, la scène qui expose l'intrigue et les personnages. Avant de continuer cette critique, j'aimerais créer un encart qui c'est le tueur dans le coin de l'écran, puisque le film passe son temps à essayer de nous faire deviner qui est la personne qui est derrière tout ça. Ce qui rend le film encore plus génial. Bref, on apprend que la lampe stylo appartient à un certain Dr. Lawrence Gordon. On assiste alors à une scène où le Dr Gordon parle d'un patient et se fait interrompre pendant son discours parce qu'il n'appelle pas le patient par son prénom. La personne qui l'interrompt est un aide-soignant que tout le monde surnomme Zep. Question. À votre avis, le personnage de Zep est petit A insignifiant, on ne le reverra plus de tout le film, petit B important, c'est lui qui va sauver les prisonniers, petit C le tueur, ce qui est souligné par le fait qu'il aurait très facilement pu voler la lampe stylo de Gordon et la laisser sur la scène de crime pour l'accuser à sa place. Et en plus, cet acteur a joué dans Lost, ce qui n'a absolument aucun rapport et je m'en fous parce que je n'ai jamais eu un seul épisode de Lost de toute l'existence de ma vie. C'est marrant, j'aurais dit pareil. Les flics viennent voir Gordon et l'emmènent au commissariat à cause de la lampe stylo. Là, on apprend que son alibi va être un peu gênant à défendre puisqu'il entretenait des relations sexuelles extra-conjugales au moment du meurtre. Et le pire, c'est que le film nous laisse deviner de qui il s'agit. Et oui, parce que dans la scène où le docteur quitte la salle du cancéreux pour rejoindre les policiers, on peut voir 7 femmes dont le regard en dit quand même un petit peu long. Oui, en plus de toutes ces qualités, Saw est un film subtil.
Oui, oui, j'ose dire que Saw, le film que tout le monde considère comme un gros torture porn débile, est en fait un film subtil. De plus, maintenant, on sait pourquoi Gordon est emprisonné dans cette salle de bain. C'est parce qu'il trompe sa femme, ce qui fait du tueur un conseiller conjugal. Un très violent conseiller conjugal. Tab fait venir en salle d'interrogatoire la seule personne ayant réussi une épreuve du tueur, une femme prénommée Amanda. Singh demande à Gordon d'écouter son témoignage dans le but de voir s'il a des réactions spéciales, ce qui nous permet également de comprendre que Tab soupçonne toujours Gordon, malgré son alibi. Et là on arrive à l'une des scènes les plus génialement parfaites de tout le film, le piège à ours inversé. Amanda s'est donc réveillée attachée à une chaise avec un mécanisme en métal dans la bouche. Notez que pendant toute la scène, et je dis bien toute la scène, la caméra et la vitesse du film vont varier en fonction de l'état de panique d'Amanda. Ce qui est une idée absolument géniale. Pour la première fois, le message est délivré sous forme vidéo. Mais bien évidemment, on ne voit pas le tueur. À la place, on voit cette marionnette peinte comme un clown avec un regard rouge sang. Ce qui met mal à l'aise ceux qui ont peur des clowns, bien sûr, mais également ceux qui ont peur des marionnettes. Et oui, la phobie des marionnettes est une phobie aussi courante que celle des clowns, même si elle est un petit peu moins connue. Bonjour, Amanda. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. On va jouer à un petit jeu. Voilà ce qui t'arrivera si tu perds. L'attirail que tu portes est fixé à tes mâchoires inférieures et supérieures. Lorsque le minuteur s'arrêtera, ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée, un peu comme pour un piège à ours dans le sens inverse. Regarde, je vais te montrer. Il n'y a qu'une seule clé pour réussir à l'ouvrir. Elle est dans le ventre du cadavre de ton compagnon de cellule. Regarde autour de toi et tu verras que je ne te mens pas. Mais dépêche-toi. Vivre ou mourir. À toi de choisir. Amanda cherche donc à se libérer de sa chaise en paniquant de plus en plus, mais soudain, quand elle parvient à se lever, la caméra s'immobilise, ce qui montre qu'elle est complètement paralysée par la peur. Elle s'approche alors du cadavre et lui ouvre le ventre en détournant le regard, chose qui l'a très certainement sauvé, parce que si elle l'avait regardé, elle aurait vu qu'il n'était pas mort, mais simplement paralysé, et elle aurait du coup hésité à agir, ce qui l'aurait tué, puisque le mécanisme se déclenche bien évidemment juste après qu'elle l'ait retiré. Mais le pire, c'est qu'on savait qu'Amanda, elle allait survivre. C'est elle qui raconte l'histoire. Eh ben, en voyant la scène, vous allez quand même avoir peur pour sa vie. La tension vient de la musique, de la manière de filmer, du jeu d'acteur de Shawnee Smith bien évidemment, mais aussi du fait qu'on ait vu le piège fonctionner avant, ce qui fait que du coup, eh ben, on a un peu peur qu'il se déclenche, et puis aussi du fait qu'elle n'ait qu'une seule minute pour tout faire, et que la partie où elle découpe le ventre de son compagnon de cellule semble du coup passer au ralenti. Vous ne pouvez pas ne pas vous sentir aspiré par la puissance de cette scène. Ou alors, posez-vous des questions. À peine s'en est-elle débarrassée que lentement, sournoisement, irrémédiablement, la marionnette avance dans un sombre grincement pour la féliciter. Vous le sentez, le moment dérangeant là? Vous le sentez? Le policier pose alors une question tellement étrange à Amanda que ma réaction a été immédiate. Éprouvez-vous de la gratitude? Ouais. Franchement, je trouvais que la question sortait un petit peu de nulle part et qu'elle avait tellement rien à foutre là que je me suis dit que c'était sûrement Tap le tueur et qui posait la question à Amanda pour être sûr que son jeu avait été efficace et qu'elle ne recommencerait plus jamais de sa vie. Oui, parce qu'Amanda avait des problèmes de drogue. Par contre, il faudra qu'on m'explique quand même le lien entre se piquer à l'héroïne et devoir se débarrasser d'une mâchoire en métal qui veut t'ouvrir la tête en deux. Il y a sûrement un lien entre les deux, mais j'ai un petit peu du mal à le voir. Et on en revient enfin à la salle de bain. Ouais, ce flashback était un peu long. Énervé du fait que Gordon semble en savoir plus que lui, Adam le menace avec le bout de miroir qu'il avait cassé avant de se rendre compte qu'il s'agit d'un miroir sans teint. Il lance alors des projectiles pour le casser et découvre qu'ils étaient observés depuis le début, ce qui confirme ce qu'avait découvert l'inspecteur Carey et what the fuck, minuit 10 ? Mais quand le film a commencé, il était 10h20. Ça veut dire que
Tout ce que je vous ai raconté depuis le début, ça a duré 1h50. Putain, il raconte pas vite, Gordon, hein? Dommage. Parce qu'il vient nous refaire un flashback. Ah bon, quand ça? Maintenant. Déjà? Oui. Mais je vais passer rapidement cette partie. On découvre ici la fille et la femme de Gordon. La fille croit qu'il y a quelqu'un dans sa chambre, alors elle demande à ses parents de la coucher. Cette scène est assez forte parce qu'on ne sait pas vraiment s'il y a quelqu'un dans sa chambre ou si elle est juste stressée parce que ça ne va pas fort entre ses parents. Cette scène montre aussi à quel point Gordon est attaché à sa fille et à quel point il ne prête même plus attention à sa femme, au point de la tromper, chose qu'il regrette maintenant qu'il est dans la salle de bain. Et fin du flashback. C'était rapide? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 1h07 à la pendule. Bordel de merde, il lui a fallu 57 minutes pour raconter ça. Gordon envoie son portefeuille à Adam pour lui montrer la photo de sa femme qu'il y a à l'intérieur. Mais quand Adam sort la photo... Vous le sentez, le moment dérangeant, là? Vous le sentez? En entendant Gordon parler amoureusement de sa famille, Adam n'ose pas lui montrer la photo, alors il la garde et lui rend son portefeuille. Et là, c'est le premier flashback omniscient du film, c'est-à-dire un flashback qui n'est raconté par personne, c'est juste le film qui nous informe de ce qui s'est passé après que Gordon ait été bipé pour partir à l'hôpital. La fille de Gordon entend du bruit dans son armoire, et soudain... Bonne nuit, petite fille. Il est où ce con? Ah oui, d'accord, je vois. Bon bah je vais continuer un peu alors, hein. La puissance de cette scène vient du fait qu'elle n'est pas de montage brutal, les scènes prennent leur temps pour installer une ambiance inquiétante, et aussi grâce au talent d'actrice de la petite fille qui joue aussi bien qu'un adulte. Si on y ajoute que la chambre est généralement un endroit où on aime se sentir en sécurité, cette scène devient très dérangeante et très effrayante. C'est bon, t'as fini? Parfait. Comme ça, j'ai plus besoin de parler de cette scène. Le ravisseur s'amuse avec ses deux proies en les auscultant à l'aide d'un stéthoscope, puis en leur mettant un pistolet sur la tempe pour entendre leur cœur accélérer. Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Ah oui, et... parce que ce sont les médecins qui ont des stéthoscopes. Le tueur regarde ensuite par la fenêtre et se fait photographier par quelqu'un qui surveille la maison. Et ce quelqu'un, c'est l'inspecteur Tapp, qui a clairement perdu la boule et est devenu obnubilé par le tueur, et donc par Gordon, comme le montrent les coupures de presse qui recouvrent les murs. Et là, on a un flashback de la part de Tapp qui nous explique ce qui l'a mis dans cet état, ce qui fait qu'on a un flashback dans un flashback. Après avoir accompagné Gordon chez lui, Tapp étudie la vidéo d'Amanda et finit par reconnaître la signature d'un tagger sur un mur, ce qui lui permet de localiser le bâtiment où la vidéo a été tournée. Même si on est en plein milieu de la nuit, Tapp décide d'y aller avec Sing parce qu'on est dans un film d'horreur et sans demander de renfort parce qu'on est dans un film d'horreur. Il découvre alors le laboratoire du tueur avec une miniature de la salle de bain, la poupée, un masque de porc et un homme caché sous un drap bloqué par une sorte de mécanisme meurtrier. Alors qu'ils allaient le sauver, le tueur arrive, donc Tapp et Sing se cachent pour le surprendre. Notez que la caméra ne montrera jamais l'identité du tueur, ce qui met le spectateur au même niveau de compréhension que les deux détectives. Ils essayent de l'arrêter, mais celui-ci active le mécanisme du prisonnier, ce qui force les deux inspecteurs à se séparer. Sing va essayer de trouver la clé pour arrêter le mécanisme, et Tapp va arrêter le tueur. Celui-ci va d'ailleurs lâcher pendant toute la scène des phrases à double sens, des sortes d'énigmes qui permettront de mieux comprendre l'intrigue. Finalement, Sing triche et biaise l'épreuve en tirant dans les mécanismes avec son arme. Le tueur triche alors aussi et sort une lame de sa manche pour trancher la gorge de Tapp, Ouais, donc manifestement le tueur travaille pour Ubisoft. et s'enfuit poursuivi par Sing qui va déclencher un piège dans la course-poursuite et va se faire tirer dessus par 4 fusils, mourant sur le coup. Ce qui est déjà plus réaliste que sa mort dans Lost. Putain mec, tu m'as spoilé Lost! Ouais, enfin j'ai dit ça pour la blague, hein. Moi je sais même pas s'il meurt, je rappelle que je n'ai vu aucun épisode de Lost, donc je ne vous spoile rien. Mais rien que pour les fans de la série... De rien. Tapp, la gorge à moitié tranchée, découvre alors le corps de son ami. De retour dans le passé moins lointain, Enfin bref, le flashback qui n'est pas un flashback dans un flashback. Vous suivez ou quoi? on se rend compte que Tapp a bien une cicatrice à la gorge et qu'il est devenu monomaniaque, ayant comme seul objectif dans sa vie de clore le dossier. Et après ce long flashback de plus d'un quart d'heure, on retourne enfin dans la salle de bain. Attends quoi? 3h52? Mais vous voulez dire que ce flashback omniscient, qui donc par principe et définition est un flashback qui n'est raconté par personne, a duré 2h,
2h45, et pendant ces 2h45, l'intrigue dans la salle de bain, qui n'était pas embêtée puisque personne n'était en train de raconter un flashback, n'a pas avancé d'un poil. Bordel, heureusement qu'ils ont 8 heures, sinon ils seraient déjà morts. Mais spécialement pour moi et pour me calmer, le film m'offre une séquence point and click. Derrière la photo qu'Adam a gardée pour lui, il y a une phrase énigmatique. Les croix marquent l'endroit où se trouve le trésor. Parfois, on voit mieux les yeux fermés. Qui ne comprend que maintenant. Il demande à Gordon d'éteindre la lumière, ce qui révèle une gigantesque croix sur le mur. Gordon pète le mur et découvre un coffret qu'il ouvre avec la petite clé que contenait son enveloppe. Le coffret contient un téléphone portable et 2 cigarettes, un briquet et un bout de papier avec une phrase énigmatique. Encore une. Les cigarettes sont inoffensives, c'est juré. Fumer n'empoisonne que s'il y a eu un bain de sang. Pense-y. Tu n'as pas besoin d'armes pour tuer Adam. Gordon essaye d'appeler la police, mais le téléphone n'est conçu que pour recevoir des appels. Ce qui techniquement n'est pas très réaliste parce que même ce genre de téléphone peut émettre des appels vers les numéros d'urgence. Mais bon, en même temps, s'ils avaient appelé la police et que le film s'était arrêté comme ça aurait été un petit peu de la merde, alors admettons. Tiens, au fait, vous reprendriez bien un petit peu de flashback? Gordon finit par se rappeler du moment où il a été capturé. Il sortait de l'hôpital quand un flash d'appareil photo nous apprend qu'il n'est pas seul dans le parking souterrain. Il essaye d'appeler sa femme, sans résultat. Ouais, on se demande pourquoi. Et on voit alors la porte arrière de sa voiture s'ouvrir et une personne portant un masque de porc en sort et lui fonce dessus. Et vu sa gueule, c'est pas un villageois de Minecraft. L'ambiance de cette scène est entièrement due à sa lenteur. Les mouvements de caméra sont lents, la musique est lente et lourde, les déplacements de l'homme-porc sont lents, ce qui retarde le moment où il va lui foncer dessus, et donc fait grimper la tension parce que nous, de notre côté, on sait que Gordon va finir par se faire foncer dessus. Et au final, l'attaque, que tout le monde avait prévue, surprend quand même parce que soudain la caméra, la musique et l'homme-porc accélèrent brutalement. Et oui, parce que Saw est le genre de film qui sait faire des longueurs qui servent à quelque chose. Bien sûr, je ne vise absolument personne en disant ça. Et pour une fois, c'est déjà la fin du flashback. Gordon demande à Adam comment il savait qu'il fallait éteindre la lumière. Au début, il hésite à répondre, mais Gordon s'énerve et lui met la pression, alors il révèle la photo. Et à partir de cet instant précis, les rôles sont inversés. À partir de maintenant, ça va être Gordon, la tête brûlée, qui va agir sans réfléchir, et Adam, le plus calme et réfléchi des deux. En fait, le film nous raconte la descente aux enfers psychologiques du Dr Gordon. C'est à lui que sont destinées toutes les attaques depuis le début du film, donc forcément, son moral et son calme finissent par diminuer. Et Adam, qui ne bouge pas, grosso modo, de tout le film, va finir en étant plus calme et plus ordonné que Gordon, tellement celui-ci aura été torturé. Alors maintenant, je sais pas vous, mais un film de torture psychologique qui ne montre aucune personne mutilée, j'ai du mal à considérer ça comme un film gore et stupide. Gordon finit par comprendre le message énigmatique. Au lieu d'essayer d'atteindre le pistolet qui est dans la main du mort, donc hors de portée pour lui, il peut tremper une cigarette dans la tache de sang qui a été empoisonnée et offrir cette clope à Adam. Comme ça, il le tue, et il est libre, et il peut aller retrouver sa famille. Après avoir vu la photo, il pense à le faire, mais finalement sa conscience le rattrape. Il fait discrètement signe à Adam de feindre l'empoisonnement, puis lui lance la cigarette non empoisonnée dans le but de piéger le tueur. En même temps, dans le film, il est photographe, pas acteur. Donc quelque part, c'est normal que sa performance soit médiocre. Ça y est, c'est fait. Je l'ai empoisonné, c'est ce que vous vouliez. Maintenant, où est ma famille? Où sont-elles? Le tueur envoie un courant électrique dans la jambe d'Adam pour montrer qu'il a bien vu qu'il n'était pas mort, ce qui rend Gordon tellement fou qu'il se remet à scier sa chaîne, même si ça avait été clairement établi qu'il n'y avait aucune chance que ça marche. Et apparemment, le choc électrique a ramené sa mémoire à Adam, puisque maintenant il se souvient de la manière dont il a été kidnappé. Flashback. On retrouve Adam dans la chambre rouge de son appartement, où il développe ses photos, et notamment une du Dr Gordon. What the fuck? Et il s'endort là pour soudain se faire réveiller par un bruit dans son appart. Il essaye d'allumer la lumière mais celle-ci ne fonctionne plus, alors il prend son appareil photo et utilise le flash pour illuminer les environs. Évidemment, il finit par éclairer une personne portant un masque de porc qui lui saute dessus. Cette scène utilise aussi la technique de l'élastique puisqu'on sait qu'Adam va finir par rencontrer quelqu'un, mais Adam va devoir ouvrir et éclairer plusieurs placards avant de se faire avoir vers le 6e ou 7e flash, je crois. Bien sûr, il se passe au moins 10-15 secondes entre chaque flash, qui sont donc dans le noir, sans musique,
avec comme seul bruit ce bruit. Et bien entendu le rire de la poupée qui se fait soudain entendre et qui fait flipper sa race. Voici le genre de scène qui me fait m'agripper à mon siège tellement fort que mes doigts pourraient passer au travers. Et au cas où vous connaîtriez des gens qui disent que Saw n'est qu'un film débile qui ne fait peur que parce qu'il est gore, montrez-leur cette scène et vous verrez s'ils ne changent pas d'avis. Bref, retour à la salle de bain où il est maintenant 6h moins 20. Attendez une minute. Vous voulez dire qu'il leur a fallu 1h45 pour raconter 2 flashbacks et simuler une scène d'empoisonnement? Mais c'est à peu près le temps que ça prend dans la vraie vie. Waouh! T'es sûr que ça va, James Wan? Tu veux boire un coup? Tu veux, je sais pas, une vodka, un truc? Ça va? Tu te sens bien? Le téléphone sonne, Gordon décroche, et à l'autre bout de la ligne, il y a sa fille. Le ravisseur passe ensuite le téléphone à sa femme, qui finit par lui dire... Il te ment, Adam te ment. Et le ravisseur raccroche, laissant Gordon complètement confus. Et il se met alors à harceler Adam de questions jusqu'à ce que... Votre femme dit vrai, Larry. Ce film est génial! Adam est le premier personnage qu'on voit du film, c'est celui qu'on s'identifie le plus depuis le début, et le film nous balance à la gueule que c'est peut-être lui le tueur. C'est pour ça que tous les pièges sont tendus à Gordon, c'est pour ça qu'il a simulé son empoisonnement comme une merde, c'est pour ça que le contenu de sa cassette est aussi flou. Tout ce qu'il a fait, c'est inventer une histoire où il se faisait enlever, et c'est tout. Et finalement, tout a un sens. On apprend que c'était Adam qui avait pris la photo dans le parking souterrain et que ce parking n'est pas celui de l'hôpital, mais celui de l'hôtel où Gordon trompe sa femme. Il sort alors les photos du sac plastique où se trouvaient les scies, que l'on pouvait d'ailleurs voir dépasser du sac en regardant bien au début du film. Regardez ce moment d'hésitation avant de sortir les scies. On apprend alors que ça fait plusieurs jours qu'il traque Gordon parce qu'on l'a payé pour ça. Ah bon? Ah, alors c'est pas lui le tueur? Oh merde. Bon bah, envoyer un flashback alors. Gordon explique qu'il était allé à l'hôtel pour mettre fin à cette relation avec son interne. De son côté, après avoir pris la photo, Adam est parti immédiatement, donc ce n'est pas lui qui s'était caché dans la voiture du docteur. De retour dans le présent, celui-ci questionne Adam sur la personne qui avait fait appel à ses services, et d'après la description d'Adam, Gordon reconnaît l'inspecteur Tapp. L'inspecteur Tapp. Mais attends, c'est complètement con, on l'a vu essayer d'arrêter le tueur dans le flashback omniscient. C'est quoi ce bordel? Gordon explique que depuis la mort de Singh, Tapp est devenu obnubilé par l'enquête et qu'il soupçonne tellement Gordon qu'il a commencé à le harceler, tant et si bien qu'il a été démis de ses fonctions. Et du coup, il a loué une chambre d'hôtel d'où il pouvait surveiller la maison de Gordon. Maison de Gordon où, je le rappelle, il y a actuellement sa femme et sa fille qui sont séquestrées, mais ça il peut pas le savoir tant que le tueur n'ouvre pas les rideaux. De son côté, Gordon commence sérieusement à remettre en question sa manière de vivre, tout comme l'avait fait Amanda, ce qui veut dire qu'il est en train de réussir son épreuve. Adam, quant à lui, remarque une photo qu'il n'a pas prise, et cette photo c'est celle qu'avait prise l'inspecteur Tapp lorsque le ravisseur avait regardé par la fenêtre. Il montre la photo à Gordon, qui reconnaît immédiatement son aide-soignant. Je connais. Zep. Et donc, enfin, après 1h22 de film, on nous montre enfin le visage du tueur. Et c'est celui de Zep. Et félicitations à tous ceux qui ont joué avec nous à Qui c'est le tueur. Merci de votre participation et à bientôt. Soudain, Adam remarque qu'il est 6h, que le temps est dépassé et que donc ils ont perdu le jeu. Et c'est là que le film va montrer toute la puissance de son art. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille de ne pas vous le spoiler en regardant ma critique. Arrêtez cette critique maintenant. Allez acheter le film. Allez le louer. Au pire, téléchargez-le. Mais ne le regardez pas à travers cette critique. Regardez-le de vous-même. Découvrez par vous-même le twist final de ce film. Et ensuite revenez voir la fin de la critique quand même, ce serait gentil, j'ai passé du temps à l'écrire et tout. Mais découvrez le film par vous-même d'abord. C'est votre dernier avertissement. Ok. À partir de maintenant, je spoil le twist. Ok. Allez, go. Twist. À force
force de se débattre, Allison finit par se libérer de ses liens. Zep arrive alors avec le téléphone et lui demande d'annoncer à son mari qu'il a perdu. Pendant l'appel, elle arrive à prendre son arme à Zep et le menace avec pendant qu'elle informe son mari de la situation. Mais profitant d'un moment d'inattention de sa part, Zep arrive à lui sauter dessus et pendant qu'ils se battent pour le pistolet, un coup de feu part tout seul. Gordon de son côté ne sait absolument pas que le coup est parti dans le vide et commence à s'inquiéter. Tap, lui, se rend compte qu'il y a une fusillade dans la maison qu'il surveille et s'y précipite. Une fusillade s'engage alors entre Zep et lui pendant que Gordon, entendant des coups de feu et des cris mais ne comprenant rien à ce qui se passe, commence à sombrer dans la folie. Zep assomme Tap et s'en va pour tuer les deux prisonniers. Gordon, quant à lui, se fait électrocuter, ce qui lui fait lâcher le téléphone qui glisse hors de portée. Tap prend Zep en chasse et une course-poursuite en voiture s'ensuit jusqu'à l'usine désaffectée de traitement des eaux usées dans laquelle les deux autres sont enfermés. Vu la qualité de leurs chiottes, ils ont plus l'air de salir la flotte que de la nettoyer, mais bon. Évidemment, le téléphone ressonne, mais Gordon est incapable de décrocher, ce qui le rend encore plus désespéré. Alors il aurait pu utiliser sa chemise comme Adam l'avait fait au début du film, mais essayez d'avoir une réflexion sensée en étant dans son état psychologique. Vous verrez, c'est pas évident. Complètement au fond du trou et n'ayant d'après lui plus rien à perdre, Gordon fait la seule chose rationnelle qui lui vient à l'esprit. Il se scie le pied. Ah, bah voilà. Là, c'est dégueulasse. Là, c'est gore. Voilà. Là, sauce, c'est de la merde. Eh ben, même là, non. Quoi? Les plans sont choisis pour que jamais, et je répète, jamais, vous ne voyez le pied ou la jambe coupée, que ce soit pendant cette scène ou après, les seules choses les plus gore que vous verrez, ce sont la première entaille et les faibles giclées de sang qui lui arrivent dans la gueule pendant qu'il scie. Donc l'accent est plus mis sur la détresse du docteur qui en est arrivé à un tel stade qu'il décide de commettre un acte aussi grave que celui de se séparer d'une partie de son anatomie. Le sentiment du spectateur quand il regarde cette scène-là, c'est pas la peur, c'est pas le dégoût, c'est la pitié. Pendant ce temps, Tap arrive à rattraper Zep et à le dominer. Et donc à ce moment-là, on a une lueur d'espoir. Ça y est, le tueur est arrêté, donc il pourra pas aller retrouver les deux qui ont perdu le jeu et les tuer. Et puis en plus, il y a un ancien flic dans le même bâtiment qu'eux, donc ils vont forcément s'en sortir. Mais dans une dernière galipette, Zep arrive à tirer sur Tap et le tuer. Pendant ce temps, Gordon, qui a coupé son pied, rampe jusqu'au flingue et, malgré les supplications d'Adam, le charge avec une balle et lui tire dessus. Ça y est! Je l'ai fait! Je veux voir ma famille! Ouais, alors il y a peu de chances que ça arrive. À mon avis, tu vas plus mourir sur le sol comme une merde en te vidant de ton sang. C'est déjà en soi un miracle ou alors une incohérence scénaristique énorme que tu sois toujours vivant à ce stade-là de ta post-amputation. Zep arrive alors pour tous les tuer et constate le bordel de la situation. Il vérifie qu'Adam est bien mort, puis se prépare à tuer le docteur. C'est la règle du jeu. Quand soudain Adam se réveille, déséquilibre Zep, le désarme et commence à le tabasser avec le couvercle des chiottes et toute l'énergie de son désespoir. Après avoir accumulé autant de scènes émotionnellement perturbantes et confuses, le fait de savoir que le tueur était en train de mourir me soulageait, mais alors au plus haut point. À chaque fois que le couvercle retombait et qu'il y avait une tache de sang plus grosse dessus, ma tension retombait, c'était tellement agréable. Alerte psychopathe. Regarde, maman, un psychopathe. Oh mon Dieu, maintenant je sais ce qu'on ressent quand on joue au FPS. Hein? Non mais... Si? Oh... Bon allez, je le fais, mais c'est vraiment parce que je suis sympa. On apprend alors que Gordon avait touché Adam à l'épaule, chose qu'on pouvait déjà deviner dans cette scène, et qu'il allait partir chercher du secours. Seul, Adam a alors l'idée de chercher la clé dans le manteau de Zep. Et il la trouve, se libère, fait un garrot à Gordon, appelle la police et 2 ambulances, tout le monde est sauvé, tout est bien qui finit bien, et voilà. Et c'était Saw, mesdames et messieurs. Un film qui... Mais c'est pas comme ça qu'il finit le film. Non, t'as raison. À la place, en fouillant le cadavre, il trouve ça. Bonjour, monsieur Hindle. Ou comme on t'appelle à l'hôpital. Zep. Je vais te laisser le choix. Il y a un poison à action lente qui parcourt tes veines. Et il n'y a que moi qui possède l'antidote. Pourrais-tu tuer une mère et son enfant pour te sauver? Le temps de Monsieur Gordon est dépassé. Madame Gordon! Écoute attentivement.
effectivement les règles du jeu. Pourquoi? C'est la règle du jeu. Quoi? Z n'est qu'une marionnette? Oh putain, ça c'est un twist! Mais alors, c'est qui le vrai tueur? Oh mon Dieu! Ce film est génial! Voilà pourquoi je vous ai demandé de regarder le film avant de voir ma critique. Ce moment où on comprend que le tueur était dans la pièce depuis le début, ce moment où il se relève, vous laisse sur le cul, la bouche ouverte, avec un putain de frisson de malade dans la colonne vertébrale. Voilà un twist extraordinaire, voilà un truc qui rend le film puissant, voilà le moment qui fait que ce film n'est pas seulement l'un des meilleurs films de sa catégorie, mais également l'un des films les plus intelligents jamais écrits en général. On apprend que le tueur est en fait le cancéreux de la scène où Gordon faisait sa tournée. C'est lui qui est atteint d'une tumeur au cerveau inopérable, ce qui confirme ce qu'il disait dans la scène dans le laboratoire avec Tapp et Singh. Malade. Oui, c'est vrai, je suis malade. Il révèle alors à Adam, dans un dernier twist pour bien que ton cerveau en prenne plein la gueule, que la clé qu'Adam cherche est dans la baignoire. Et que son porte-clés émettait une sympathique lumière bleue. Eh oui, la première scène du film condamne Adam pendant tout le film à rester enchaîné pour toujours. Ce qui est complètement dégueulasse, puisque ça veut dire que Adam était déjà condamné avant même de connaître ses règles du jeu, et vu que l'épreuve de Gordon c'est de tuer Adam, s'il avait su que Adam était déjà condamné dès le départ, il aurait pu lui tirer dessus, retrouver sa femme et sa fille, et ne pas perdre son pied. Donc c'est pas super fair-play non plus de la part du tueur. Cela dit, ça fait un excellent twist de fin. Ignorant les cris d'Adam, le tueur sort de la pièce, se retourne et dit « Le jeu est terminé. » Ah, non, c'est nul. Mais en anglais plutôt. Game over. C'est tellement plus classe. Et c'était Saw, les amis. Ce film est un chef-d'œuvre monumental qui est malheureusement dénigré à cause de ses nombreuses suites trop gore. Encore que le 2 ne soit pas aussi mauvais que certains le disent. Certes, les acteurs ne sont pas les meilleurs du monde, certes, le scénario peut s'écrouler avec une pichenette et contient des incohérences encore plus grosses qu'une ronflex enceinte, mais à côté de ça, il raconte une histoire qui fonctionne dans son propre univers. C'est pas réaliste, ok, mais c'est pas grave. Des films comme Looper ou The Dark Knight Rises ont été appréciés par énormément de personnes, même en étant remplis d'incohérences et de trucs pas réalistes. Saw existe dans son propre univers, un univers qui permet aux gens d'avoir des téléphones portables qui n'appellent pas les numéros d'urgence, qui permet aussi de dormir sous l'eau et qui permet de se faire une ablation du pied sans mourir instantanément. Mais tout ça, ça a comme intérêt de servir une histoire magnifiquement bien écrite et qui en plus possède un twist qui ferait rougir M. Night Shyamalan. Tous les flashbacks, même s'ils sont longs, même s'ils sont nombreux, servent tous à quelque chose. Faire avancer l'intrigue, faire des révélations, mettre en lumière les motivations de tel ou tel personnage. Très franchement, j'aurais très mal vu le film se dérouler entièrement dans la salle de bain. Et vous trouverez sûrement que j'en fais trop, mais en termes d'émotion et de mise sur le cul, je trouve que ce film est équivalent à Jurassic Park. Oui, Jurassic Park. Dans les deux cas, quand le film était fini, j'étais complètement soufflé, mais surtout complètement satisfait. C'est-à-dire que je pouvais en voir plus, mais que, en fait, si on ne me montrait pas les suites, c'était pas grave, parce que j'étais satisfait avec le film en lui-même. Et la mise en scène, bordel! Malgré le temps de tournage ridicule de 18 jours, malgré le budget pitoyable de 1 200 000 $, ce qui, même pour un film français, est pitoyable, eh bien James Wan a réussi à trouver des astuces scénaristiques et des moyens de mise en scène qui lui ont permis d'installer une ambiance efficace. Saw est un classique du cinéma d'horreur certes, mais également un classique du cinéma en général, et c'est un film beaucoup plus intelligent que ce qu'on essaie de vous faire croire. Et si malgré vos 16 ans, votre mère vous interdit toujours de regarder ce film parce que pour elle c'est un film gore et débile, eh bien c'est qu'elle n'a pas vu cette critique et donc il est de votre devoir de l'informer sur ce qu'est la vie en lui disant que ce film est beaucoup plus intelligent et beaucoup moins gore que certains épisodes de NCIS ou des experts. Je dis ça parce qu'en général, les mères de famille sont assez friandes de NCIS et des experts. Bref, c'est la fin de cette critique, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée d'Halloween, que ce soit si vous la passez à faire du porte-à-porte pour quérir des bonbons, ou proposer des sorts, ou alors si vous êtes avec vos potes et que vous regardez un film d'horreur. Et en ce cas, je vous conseille le film Saw, je pense que vous avez bien compris. Et donc en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos, je vous dis salut à tous et à la fois prochaine.